Eh ben, tout d'abord, merci à Yann et à tout le monde de nous recevoir. C'est toujours chouette de pouvoir se retrouver à parler de ce qu'on fait, surtout depuis tout ce temps. Donc on est très contents. Blender 3 est sorti en décembre, donc nous, on a hâte de vraiment passer à cette nouvelle version. Je devais être accompagné aujourd'hui de Tanguy Vélan, qui malheureusement a été rattrapé par la crise sanitaire, donc il n'a pas pu être présent. Il est pardon, superviseur projet chez Cube sur des séries 3D. Et moi, maintenant, je dirige la R&D du groupe Xilam. Je peux vous montrer le trailer de Cube. S'il se lance, il se lance pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer sur play. I got a good feeling. Yeah. I got a good feeling. I got a good feeling. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. I got a good feeling. Yeah. Yeah, I'm up on the cloud, ain't coming back down. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I'm finna knock it out. I'm about to blow, ready on the go. Steady shining brighter than I ever did before. When I'm up in the clouds, and I ain't coming down. No, I ain't coming down. Oh no. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Bah quoi? Good feeling. Hop, voilà, merci. On a vu plein de choses, tout n'était pas fait avec Blender, il y a encore des projets qui sont faits avec notre ancien pipe sur 3ds Max. Donc Cube a 20 ans, bon anniversaire Lionel qui est dans la salle. On a adopté Blender en 2018 et jusqu'à fin 2021, pardon, il y a une petite coquille, c'est-à-dire en ce moment encore, on produisait des séries avec la version 2.79, mais les prochaines séries qu'on va faire se feront avec Blender 3. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc oui, Cube a été fondé en 2002, c'est ce que je disais. Je peux vous parler un peu du studio. À la base, c'était un studio très polyvalent qui faisait de la pub, ce qu'on appelait les formats spéciaux, qui sont les films de parcs d'attractions et autres. On a même fait du VFX pour le long métrage. Et puis il y a eu un tournant série qui a été amorcé avec la naissance de Kaelou et qui aujourd'hui est bien fait. On fait quasiment que de la série. En 2019, on a rejoint le groupe Xilam et ça a donné lieu cette année principalement à la fusion des services R&D. Donc aujourd'hui, il y a une seule R&D pour tout le groupe Xilam. C'est très intéressant d'ailleurs cette fusion des R&D parce qu'on se retrouve à devoir répondre à des besoins pour des sites différents, pour des gens qui ont des logiciels et des philosophies différentes. Et ça fait qu'il y a beaucoup de synergie et de dialogue qui se met en place, c'est très intéressant. Ce qui a fait qu'on est passé à Blender 2.79 en 2018, c'est qu'on avait envie de fabriquer, de mettre à jour notre pipe en fait. Historiquement, le pipe avait été fabriqué donc, pour faire des séries, notamment à l'occasion de Kaelou. Et on arrivait un peu à la fin de ce paradigme qui était très monolithique, qui ne pouvait faire les choses que d'une certaine manière. Et on avait envie de mettre à jour ça. Donc on s'est dit, quitte à changer de pipe, autant se poser la question du logiciel. Et à l'époque, donc on était sur Max. On s'est dit, bon, Max, c'est quand même un peu vieillissant, entre guillemets. Est-ce que Maya, ça nous intéresse ? Peut-être, mais pareil, c'est quand même un peu un des anciens, on va dire, du paysage. Donc Blender qui était plutôt à l'époque pas encore aussi installé qu'aujourd'hui et qui semblait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus prometteur et qui surtout avait une philosophie qui correspondait beaucoup plus avec l'open source à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire plus de partage, une communauté, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous a bien plu. Donc on s'est dit, allons-y, profitons de refaire le pipe pour changer de logiciel. Comme ça, on est sûr que de toute façon, on est obligé de tout jeter et refaire, et ça va nous faire partir sur des bases saines. Ce à quoi on a dû se confronter, j'en reparlerai un peu après, c'est la manière dont Blender gère l'animation, notamment avec les armatures, qui considèrent que le rig est un seul objet. Donc ça, c'était un peu nouveau pour nous. Le moteur de rendu, on venait de V-Ray. Bon, au final, c'est Cycles qui est le moteur de rendu embarqué dans Blender et
ray tracer assez, somme toute classique, hein, plutôt agréable à utiliser. De toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un ray tracer ou un autre, c'est pas tant comment on s'en sert, ni qu'est-ce qui rend comme image qui est important, c'est plutôt est-ce qu'il va vite ou pas. Bon, c'était pas un des avantages de Cycles à l'époque, hein, c'est pas le plus rapide du marché. Et surtout, la question qu'on s'est posée, c'est comment on se forme, nous, à ce nouveau logiciel et comment on va former les graphistes ou comment on va recruter des graphistes derrière. Au final, la formation en interne, elle s'est plutôt bien passée. On a réussi, avec justement la grande communauté et la pléthore de tutoriels, on a pu se former, sauf sur la question du rig. Là, on a fait appel à quelqu'un qui est venu nous former pendant une semaine. Et ensuite, en fait, on s'est rendu compte que parce qu'on pipe beaucoup nos logiciels, on les modifie pour être efficace en série, c'est très important. Au final, quand les gens arrivent, qui connaissent déjà le logiciel ou pas, c'est pas tant important. Parce qu'il faut les former de toute façon à la manière qu'on a de se servir de ce logiciel et à tous les outils qu'on a fabriqués autour. Donc au final, faire venir des gens qui, à la base, étaient habitués à travailler avec nous sur Max et leur dire maintenant il faut s'habituer à Blender, ça s'est plutôt bien fait. Notamment parce que, à l'époque, déjà, on utilisait une version de Max qui était ancienne, c'était Max 2016, et la plupart des choses que Blender apportait, c'était des avantages par rapport à Max. On pouvait travailler avec 2 écrans, ce qui n'était pas possible à l'époque avec Max. Le logiciel s'ouvrait en 20 secondes et pas 15 minutes. Donc tout ça, c'était des choses qui ont permis de favoriser l'adoption de Blender chez nous. Je vais recliquer sur le truc. Hop là. Ça, c'est donc une des séries qu'on a faites avec Blender récemment. C'est une des IP Cube qui s'appelle Pirate, que vous pouvez retrouver sur TF1 depuis dimanche dernier. Là, le challenge à peu près technique qu'on avait sur cette série, c'était ces visages 2D qui sont animés donc, sur les volumes. Pareil, en rig, on a eu un peu de travail à faire là-dessus, mais Blender, qui est quand même assez flexible là-dessus, nous a permis de faire ce qu'on voulait. Il y avait aussi d'autres enjeux, parce qu'on voit que là, c'est des personnages qui sont en plastique, donc ils se déforment beaucoup, puis il y a ces FX 3D intégrés. Bon, voilà, c'est les petits challenges qu'on a eu à relever sur ce programme. Je peux vous parler aussi, si j'y arrive, hop, de Tangranimo, que vous trouvez sur Oku. Là, le challenge qu'on a eu sur cette autre IP de Cube, c'est ces transformations. En fait, donc le pitch, c'est un petit enfant qui a un sac à dos magique et des camarades qui lui permettent de faire apparaître plein de personnages et de vivre plein d'aventures. Du coup, ces aventures-là, ça fait quasiment un personnage par épisode. Et donc, c'est du travail en rig, en shading, etc. Donc, on est content d'avoir réussi à faire ça aussi. Maintenant qu'on a fait tout ça, on est super content et on se retrouve un peu dans la même situation que quand on a voulu changer de Max à Blender. Il y a vraiment eu, en fait, nous, ce qu'on vit là, c'est qu'on vient de la 2.79 et on fait cet énorme pas jusqu'à quasiment la 3, en fait. Donc il y a beaucoup de choses dont on va profiter qui sont, pour les gens qui utilisent déjà des versions récentes de Blender, pas forcément des nouveautés, mais qui pour nous sont des vrais changements, en fait. Donc ça, on va en parler après. Il y a des choses dont on a réussi à profiter avant de faire ce changement. Et il y a plein de choses qu'on a vraiment hâte de rajouter à nos pipes. Je clique aussi sur Play et je vous parle en même temps. Ce que je vous montre là, c'est un test comparatif qu'on a fait. En fait, la série a priori sur laquelle on va commencer à travailler avec Blender 3, c'est une série qui est en cours de développement chez nous, qui s'appelle Wildlife City. Donc c'est les animaux de Nicolas Deveau, si vous les connaissez, qui ont vécu tout un voyage parce qu'à l'époque de ses courts-métrages, Nicolas, il travaillait avec Maya. Quand il a fallu lancer Athleticus, donc la première série de Nicolas Deveau, on l'a passé sur 3ds Max, puisque c'est ce qui servait à faire des séries à l'époque chez Cube. Et aujourd'hui, ces animaux continuent leur voyage et se retrouvent dans Blender. Donc là, on voit un comparatif. En fait, on voulait tester, savoir si ces animaux-là allaient, oui ou non, passer le cap de Blender, parce que c'est quand même les choses les plus avancées qu'on fait. Il y a du poil, des plumes, beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans les séries plus cartoon qui sont faites ailleurs, enfin ailleurs chez Cube évidemment. Donc c'était une grosse question pour nous, et là on a l'impression que c'est faisable. On a décidé donc à l'époque c'était la 2.92, on s'est dit c'est bon, on va le faire. Et puisque la série se développe tranquillement, nous de notre côté technique, on se dit autant prendre la dernière version possible. Donc la série se fera sur Blender 3. Voilà. Oui, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui change pour nous quand on arrive de la 2.79 ? On change d'API, donc la manière de parler à Blender en code est différente. Et c'est pareil, c'est un peu une aubaine pour nous parce que ça nous force à réécrire les outils. On ne peut pas se dire, très bien, je prends ce que j'avais avant, je le mets là-dedans. De toute façon, il y a des changements de paradigme aussi dans le logiciel qui font qu'on est obligé de repenser certaines choses.
Et ça, dans le cadre dont je parlais avant, du contexte dont je parlais avant, par rapport à l'intégration du groupe Xilab, c'est super intéressant. Parce qu'on se retrouve à se dire, on a quelques années d'expérience sur la fabrication de séries, on a en face de nous des gens qui font aussi de la série depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on peut trouver en commun? Des besoins un peu fondamentaux de fabrication 3D pour faire les outils le moins de fois possible, pas avoir à faire 5 fois des outils s'il y a 5 studios. Donc cette phase de réécriture-là, elle intègre non seulement le fait qu'il faille qu'on change de version de Blender, mais aussi qu'il faille qu'on discute avec beaucoup plus de monde et qu'on arrive à des choses plus essentielles sur les besoins qu'on exprime. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Blender donc, apporte certains changements de paradigme sur cette nouvelle version. Donc ça s'est surtout amorcé, comme je le disais, avec la 2.8. Nous, on récupère tout d'un coup. Ces systèmes de collection, donc je vais parler un petit peu après. Les view layers qui sont pareil, donc à l'époque avec Max, c'était V-Ray qui permettait de faire ça, c'était assez pratique. Ça nous permettait avec un seul rendu ou une seule scène de sortir plusieurs passes avec des personnages absents, manquants, d'autres shaders, etc. Dans la version de 79 de Blender, c'était très compliqué de faire ça. Aujourd'hui, en se basant sur les view layers et sur les collections, ça devient plus simple. Il y a un système d'override de librairie, donc ça c'est aussi encore une fois un des avantages qu'on a nous à historiquement être 3ds Max. Les références, ça n'a jamais vraiment marché dans 3ds Max, donc depuis toujours on sait faire sans, donc ça ne nous a pas manqué dans Blender. Les gens qui viennent de Maya, qui sont habitués à beaucoup travailler avec ça, pour eux c'est vraiment quasiment un deal breaker en fait, de ne pas pouvoir utiliser ça. Nous, en fait, on arrive à faire sans. Et récemment, donc la Blender Foundation a ajouté à Blender la possibilité de changer des choses une fois qu'on a fait une référence dans la scène. Pour l'instant, c'est un peu balbutiant, mais c'est assez prometteur et on a hâte de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et je vous en parlerai un petit peu plus après, mais cette histoire de multi-object editing, en fait, ça nous a beaucoup embêtés sur Blender de 79 parce que les armatures, donc ce système de rig où un objet contient tout le rig au même titre qu'un mesh contient des vertices par exemple, faisait qu'on ne pouvait pas éditer plusieurs personnages à la fois, alors que maintenant c'est possible et ça c'est super chouette. Il y a évidemment Eevee qui est arrivé aussi dans le paysage. Pour l'instant, on ne pense pas en faire un moteur de rendu pour le pixel final. On est encore trop exigeant sur les images qu'on veut faire pour se servir directement d'Eevee pour l'image finale. En revanche, c'est vraiment le jour et la nuit pour les gens qui se servent du logiciel et notamment ceux qui font des previews. On en parlera un petit peu après. Ce système de collection, c'est très bien. Ça nous force à repenser comment on range nos scènes et aussi à justement changer comment les outils fonctionnent. Mais a priori, c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup de flexibilité. C'est très bien. Cette édition de multi-objet, je vous en parlais juste avant, ça nous permet d'animer plusieurs personnages en même temps. C'est très très chouette. Les géométries nodes, très prometteurs aussi, j'en parlerai un petit peu plus après. Et ce qu'on a remarqué aussi, quand on a participé à la Blender Conférence de 2018, il n'y avait pas beaucoup de studios. On était 2-3 studios à faire ça, et tout le reste des gens qui étaient présents, c'était vraiment la communauté historique entre guillemets de Blender, de tous ces gens qui sont chez eux, qui sont youtubeurs, qui travaillent dans l'aviation, etc. et qui ont des besoins de 3D qui sont un peu différents des nôtres. Forcément, nous on a des exigences de qualité d'image, d'efficacité de travail, tout ça qui sont différents de quelqu'un qui travaille seul par exemple. Donc on a vu ce virage s'opérer. Quand on est retourné l'année suivante, qu'il y avait d'autres studios qui sont venus, on a vu que grâce à cette version 2.8, ils avaient décidé de s'adresser à nous en fait, parce que en termes d'ergonomie, de rangement d'interface, de raccourcis et tout ça, on sentait que c'était vraiment proche de ce à quoi on était habitué. Et ça c'est très intéressant et ça nous fait travailler de manière beaucoup plus agréable. La grande nouveauté aussi dont tout le monde parle, c'est CycleX. Les 10 ans, pour ces 10 ans, le moteur Cycles est réécrit en utilisant les technologies GPU, donc il est beaucoup plus performant. On va en parler un peu après aussi. Et depuis quelques versions maintenant, il y a un denoiser intégré aussi. Et ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a pu utiliser à moitié en pipe et à moitié hors pipe. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans la version de 79. Mais par contre, rien ne nous empêche, une fois qu'on a fait nos rendus avec la version de 79, de rajouter un job dans la render farm où Blender 2.9 ou 3 ouvre les images, les denoise, et on a un denoiser gratuit entre guillemets. Donc ça c'est très agréable et on a hâte de pouvoir travailler directement avec ça. Yep, alors je ne sais pas si ça va se lire. Ouais, parfait. Donc là on voit un comparatif. Ce qu'on voit en bas, c'est ce que les gens voient quand ils travaillent sur Tangram Animo avec Blender 2.9.
Et ce qu'on voit au-dessus, c'est ce qu'ils auraient vu si on avait pu travailler avec Blender plus, donc 3 en l'occurrence. Et en fait, il y a un projet pour lequel je ne peux pas vous montrer d'image, qui est en cours de développement et qui est une prestation, qui du coup, pour lequel on a utilisé ça, et on a déjà des super retours en fait, de la part du client, du réal, des animateurs, qui, forcément, on le voit, ils ont de l'occlusion, ils ont des ombres, des volumes beaucoup plus dessinés. Enfin, tout ça, c'est très chouette. On a vraiment hâte de se servir de ça. Ah bah tiens, hop. Ça, du coup, c'est le fameux CycleX. Là, clairement, on est scotché parce que c'est vraiment, ça divise par 10 le temps de rendu quasiment. On voit l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on ouvre la scène, il n'y a pas de nouveaux paramètres à faire, des shaders à modifier, etc. C'est juste plus rapide. Et c'est vrai pour ce genre d'image. Ce genre d'image aussi, on a fait des tests sur des scènes qu'on avait déjà faites, évidemment. Et à chaque fois, on a un résultat qui est très, très, très bluffant, quoi. On est super content de ça aussi. Je vous parlais des Geometry Nodes tout à l'heure, elles sont là. On a utilisé ces Geometry Nodes pour faire du scattering sur ce fameux projet dont je ne peux pas vous montrer d'image. Donc là, je vous montre un test qui a été fait aussi en amont. Ce qu'il y a de très chouette avec ça, c'est déjà, par exemple, on sait qu'on va pouvoir s'affranchir des particules sur la série Mush Mush, qui est une prestation qu'on a fait pour la cabane. C'était la première série qu'on faisait avec Blender 2.79. Il y avait beaucoup de végétation, de la mousse, des plantes, énormément de choses à instancier et à scatterer. Et ça a été vraiment, vraiment difficile. Le système de particules est très vieux chez Blender et assez peu stable. Donc on a beaucoup galéré à obtenir ça. Et maintenant, on sait que le futur est radieux pour nous, puisque ce système de Geometry Node est très prometteur. Ce que Tanguy aurait dit, j'espère que je suis fidèle à ses notes, c'est qu'il retrouve un confort de travail un peu à la Houdini, donc qui est très chouette. Ce qui est très appréciable aussi, c'est que l'éditeur nodal, il est unifié. En fait, l'expérience utilisateur, c'est la même, qu'on fasse du compositing, du shading ou des Geometry Nodes, c'est la même chose. Et ça, c'est très bien. Et on imagine, on destine ce type d'outils chez Cube à du scattering, je l'ai dit, et éventuellement, pourquoi aussi on connaît Houdini, des assets procéduraux. Si on a une ville à faire et qu'on a envie de mettre un peu de variation d'un immeuble à l'autre, etc., ou de faire popper des choses de manière procédurale, on est assez confiant sur le fait que ça va bien se passer. De toute façon, en ce moment, c'est un des sujets un peu brûlants autour de Blender, puisque il y a toujours, enfin si vous suivez un peu sur Twitter ou autre, il y a toujours quelqu'un qui sort un nouveau truc incroyable avec ses Geometry Nodes régulièrement, et c'est vraiment fantastique ce qui se passe. Ah oui, voilà. Blender a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il est open source et libre. Je le disais en préambule, c'est comment dire, une philosophie de laquelle on est proche, nous. On est très content d'appartenir un petit peu à cette communauté-là. Et ça se ressent sur plein de pistes, en fait, que ce soit de la création, de la R&D ou de l'IT. Pour la création, en fait, le fait que cette communauté soit si forte et si présente, c'est en grande partie parce que le logiciel est gratuit déjà, mais aussi parce qu'il véhicule des valeurs. Et donc, le fait que ce soit les valeurs de partage, de communauté, ça fait que les gens sont très très enclins à faire des tutos, à les publier, à donner leur avis, à partager, etc. Et notamment à tester aussi. C'est-à-dire que quand une version alpha de Blender sort, il y a beaucoup de gens qui sont disposés à la tester. Et donc, on est maintenant très confiant sur le fait que quand ils décident de mettre une version en production, c'est qu'elle a été vraiment testée. Et on a beaucoup moins de bugs quand même, on peut le dire. La Blender Conférence, c'est un moment génial. Je ne crois pas que ça existe avec d'autres logiciels, ce moment où on se retrouve tous autour d'un produit, mais aussi d'une philosophie. Et puis il y a des gens, comme je le disais, de plein d'horizons qui se retrouvent, des studios plus ou moins grands, des artistes, des youtubeurs, plein de gens. Et tout le monde se dit un peu ce qu'on fait, pourquoi, comment autour de ce logiciel. C'est très agréable. Le système d'add-on, c'est génial. Blender a toujours été très ouvert sur ça, sur son API et sur ce qu'on peut faire avec. C'est très personnalisable. Donc ça, c'est très chouette. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'add-ons qui sont faits par des gens, des particuliers, qui sont intégrés à la distribution principale de Blender. Et il y a aussi quelque chose dont on a pu profiter et qu'on espère un jour pouvoir faire à notre tour aussi. C'est, par exemple, sur la version de 79, il était impensable d'utiliser des VDB ou de sortir des passes de Cryptomatte. Et en allant piocher dans différentes versions de Blender améliorées par différents studios, mais c'était déjà plus Blender de 79 à l'époque, c'était Blender de 8.
on a réussi à intégrer ça dans la code base de Blender, compiler un Blender pour nous, où on a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc c'est super chouette. Pour la R&D, je le disais, hein, le code est accessible. Si jamais on a un crash avec un logiciel fermé, on ne sait pas pourquoi. Si on a un crash avec Blender, parce qu'on a mal fait quelque chose, on peut le lancer en debug et on voit à quelle ligne du code ça s'est arrêté. Donc ça ne veut pas dire qu'on connaît tout ce code par cœur et qu'on est des pros de la code source de Blender. Par contre, on a des vraies indications sur a priori pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Et ça nous aide vachement à savoir ce qu'on a mal fait et donc à adapter nos outils et à fixer des bugs plus rapidement. Il y a un truc un peu à double tranchant aussi sur Blender, c'est justement parce que c'est très actif et qu'ils sont assez en avance, en tout cas sur tout ça, et qu'ils ont envie d'être très actuels. Ça fait très longtemps que c'est en Python 3. Et ça, c'est génial, parce que Python 3, c'est beaucoup mieux que Python 2. Hein. D'ailleurs, Python 2 est mort il y a 2 ans, officiellement. Mais ce n'est pas le cas dans les autres DCC, les autres logiciels. Encore aujourd'hui, si on n'a pas la toute dernière version de Nuke, ou si on a, mais je crois même que sur Maya, ce n'est pas encore le cas, ou alors c'est vraiment la toute dernière version, on a du Python 2. Et nous, on s'est retrouvé à coder très agréablement un outil en Python 3. On nous a demandé de le mettre sur Nuke, et on s'est rendu compte qu'il fallait le refaire. Donc, c'est à prendre en compte. Mais on a vraiment hâte que tout le monde se retrouve sur Python 3, c'est quand même beaucoup mieux. Ce système d'application template, c'est très bien aussi. En fait, Blender se présente un peu comme une sorte de framework, enfin en tout cas de plateforme pour développer des choses. Donc on peut enlever toute l'interface de Blender et rajouter que ce qui nous intéresse. Et on bénéficie quand même de tout ce que sait faire Blender. Donc nous, en interne, on a un outil qu'on a appelé Sigourney Viewer qui nous permet de donner aux gens qui font du storyboard et du layout une espèce de banque d'assets 3D qui leur permet de faire des screenshots et donc d'être modèle par la perspective et par les rapports d'échelle. Donc ça, on a eu des retours très positifs là-dessus. Et on est en train de tester très sérieusement pour le groupe l'outil Stacks, qui est un autre application template de Blender, mais cette fois pour faire de la review de Playblast, en fait, d'animation. Comme je le disais, il y a beaucoup moins de bugs parce que c'est beaucoup plus testé. Je vais essayer de pas trop déborder. Désolé pour mon retard d'ailleurs. On a aussi pu faire quelque chose de fantastique, je trouve. C'est prendre quelqu'un en thèse CIFRE. Et comme je disais, Blender, c'est un labo, en fait. Hein, on peut tout faire avec. Swan Martinez, donc, qui a obtenu sa thèse le 13 janvier. On est très fiers et très contents pour lui. A fait sa thèse sur, a priori, le temps réel. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à parler du temps réel collaboratif à l'intérieur de Blender. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans une même scène au même moment pour recréer une image. Les sessions, c'était souvent ça, c'était trouvons une image qui nous plaît et refaisons-la ensemble. Et ça, non seulement ça a défriché des choses techniques intéressantes, mais surtout en termes de fabrication, il y a des trucs qui sont vraiment passionnants sur comment on passe d'une vision un peu tayloriste qu'on a aujourd'hui, où il y a d'abord le modeling, après le shading, etc. Puis quand c'est validé, il faut exporter, importer, tout ça, à comment on fait pour faire ça tous ensemble. Et il y a vraiment beaucoup de questions qui ont été soulevées et de choses très intéressantes qui en sont sorties. Et notamment, ce qu'on a remarqué, c'est que ce genre d'activité-là, pour former les gens, c'était très chouette. Ça marchait très bien, avec un certain nombre de personnes, évidemment. On ne peut pas faire ça avec 40 personnes. Mais pour apprendre aux gens à se servir de Blender, les avoir tous dans la même scène, c'est très intéressant. Hop. Pour l'IT, évidemment, c'est beaucoup plus facile à déployer puisqu'il n'y a pas la moitié du code qui consiste à éviter le piratage. Le logiciel est plus léger, il se lance plus vite. Il suffit de copier un dossier, il est installé, tout va bien. Si jamais on a beaucoup de gens à mettre en télétravail et qu'il faut qu'ils puissent rapidement travailler sur leur machine personnelle, on peut leur installer Blender, les fichiers Python qui vont avec de NotPy, et ça peut marcher. Donc ça a été aussi un vrai confort de pouvoir faire ça. Mais tout n'est pas parfait, évidemment. Et il y a encore quelques petites choses qui font qu'on n'est pas... De toute façon, tout n'est pas parfait, c'est ce que je disais. On est très content, mais il y a encore des choses qui manquent. Notamment le light linking, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir dire à telle lumière n'éclaire pas tel objet ou l'inverse. Ça, c'est encore impossible, et c'est très demandé d'ailleurs par la communauté, par l'ensemble des utilisateurs de Blender. Donc on espère que ça va arriver. Peut-être même que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se pencher. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on aimerait beaucoup pouvoir rendre aussi à la communauté. Si on arrive à faire ça, on sera très, très fiers et très contents de le partager. Pour ce qui est du grooming, justement, en passant les animaux de Nico qui sont, comme je le disais, assez exigeants parce qu'il y a des plumes, des poils, etc., on s'est rendu compte que le grooming était quand même encore limité sur Blender. Il y a quand même des add-ons qui permettent de pallier certains problèmes. Donc on arrive à nos fins, mais ça pourrait être améliorable.
Et il y a quelque chose qui s'est passé aussi quand on a fait la Blender Conférence à Annecy, pardon. On était à Annecy en 2018 avant de faire la Blender Conférence et on a rencontré les gens de la Blender Foundation qui nous ont dit c'est génial, trop cool, venez, on a un projet qui s'appelle Animation 2020 et on va mettre le paquet sur l'animation en 2020 pour Blender. Bon, il se trouve que ça n'a pas eu lieu. Ils ont annoncé qu'ils avaient renommé ce projet Animation 2022. Donc on a hâte de voir cette année ce que ça va donner parce que effectivement, on a vu avec tous les dons qui ont été faits à la Blender Foundation par tous ces grands pontes de l'audiovisuel, on voit que le logiciel a gagné en maturité, mais a aussi pris une direction qui est probablement celle que ces donateurs avaient envie que ça prenne. Et donc, on a vu que l'animation était un peu laissée de côté par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui avec un Animbot dans Maya que tout le monde utilise. On est encore un peu en deçà de ce niveau-là. Donc, on a hâte de voir cette année ce que ça va donner. Et du coup, merci beaucoup pour votre attention. J'en ai...